Bonjour à tous. Il se passe quelque chose d'extraordinaire sur Internet que je voulais souligner aujourd'hui. Vous êtes un certain nombre à me suivre, à être abonnés. Vous avez vu que j'avais fait une vidéo, enfin en tout cas une série de vidéos sur Alain Soral, en reprenant des avis en fin de compte de psychologues sur des phénomènes psychologiques qui se rapprochent en fin de compte du comportement d'Alain Soral et en parlant entre autres de perversion narcissique. Et il faut voir le nombre de personnes qui sont venues sur ces vidéos me reprocher de psychologiser Alain Soral. Et en disant oui, peut-être qu'il y a telle ou telle chose, tel ou tel problème, mais il a aussi des bons côtés. Et là je retrouve donc sur ERTV, en tout cas, donc une chaîne qui est promulguée par le personnage, et une psychanalyse de Macron. Donc je trouve ça intéressant, je trouverais ça aussi intéressant que ERTV fasse, à partir d'un professionnel par exemple, une analyse de Marine Le Pen, puisque on commence à se lancer dans l'analyse. Donc ce qui est intéressant tout d'abord, c'est qu'on voit bien qu'on va commencer donc à mettre de la psychologie, c'est donc une évolution. Ce qui s'est passé d'ailleurs aux États-Unis avec Donald Trump, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a eu un mouvement de panique et beaucoup de psychologues, psychiatres se sont réunis pour dénoncer le profil psychologique de Donald Trump. Vous mettiez dans les commentaires, David, est-ce que tu penses qu'il va falloir faire une analyse psychologique en fin de compte des futurs acteurs politiques? Il y a beaucoup de métiers, il faut savoir que j'arrive par exemple d'une dizaine d'années dans l'aéronautique et il y a un suivi psychologique, hein, et il y a beaucoup de métiers où il y a un suivi psychologique et tu ne peux pas accéder à ces métiers-là si tu as des problèmes psychologiques. Donc il y a un suivi pour des métiers qui sont beaucoup moins importants que de devenir président et de pouvoir avoir entre tes mains la bombe atomique par exemple. Donc on voit une évolution, puisque je vous parlais dans mes vidéos du fait que dans l'avenir, il y aura la triplicité, la prise en compte du corps, de l'âme, de l'esprit. Ça veut dire, aujourd'hui, vous voyez la difficulté à vous faire soutenir, soigner d'un point de vue psychologique. Quand vous avez des problèmes psychologiques, on va plutôt agir chimiquement, donc toujours par le corps. On voit bien donc il y a une dimension qui est en train d'apparaître, et elle apparaît à quel moment? Au moment où on est dans un effondrement intellectuel, un effondrement psychologique, sociologique, un effondrement dans tous les sens du terme. Donc c'était intéressant de le souligner, puisque vous me faisiez le reproche, en fin de compte, d'avoir fait une analyse psychologique d'Alain Soral. Vous pourrez lui faire à lui maintenant, à votre tour, le reproche de faire une analyse psychologique de Macron. Et voilà, on est dans des réflexes très humains, où à un moment donné, on est un peu paniqué, on a peur du personnage, et on va se mettre à l'analyser. Mais on voit bien que tout compte fait, quand on est parti pris, on va pas faire la même chose pour Marine Le Pen. Il serait intéressant de comprendre pourquoi Marine Le Pen, lors par exemple d'un débat, on peut ressentir qu'elle a peur de gagner. Marine Le Pen a toujours eu une position très solide, très forte. Critiquer, c'est facile en fin de compte. Mais une fois que tu vas devoir te retrouver, toi, à la place de ceux que tu as critiqués face aux responsabilités, tu peux avoir un mouvement de panique intérieur, et c'est là qu'elle va se mettre à se lancer à parler de nous faire deux monnaies différentes, etc. Et on comprend pas. Il y en a beaucoup qui ne la comprennent pas. Bah oui, elle a gagné sa vie, elle a une position forte, mais au moment où tu vas te retrouver face aux responsabilités, là c'est autre chose. Je l'ai vécu dans différents domaines, comme par exemple en entreprise, ou quand je vous dis par exemple l'aéronautique, je l'ai vécu en aéronautique, et je l'ai vécu aussi quand je gérais du personnel. Vous avez des personnes qui veulent être chefs d'équipe, ils critiquent tous les autres chefs d'équipe, ils critiquent tous leurs responsables, et puis au moment où ils se retrouvent, eux, chefs d'équipe, là c'est la panique complète, ou parfois même ils vont refuser le poste, parce que ils préfèrent garder la position à critiquer l'autorité. C'est toujours plus facile de critiquer tout compte fait. Donc voilà, c'est intéressant. Et d'autre part, pour finir, j'ai envie de développer sur autre chose. On développe sur cette chaîne sur le fait qu'on est dans un effondrement spirituel, on a un effondrement intellectuel, un effondrement sociologique. N'est-ce pas normal, au fond, c'est une question que je pose, que si la population, par exemple, on le voit avec les spécialistes qui nous disent qu'on entre dans la phobie, la peur de l'autre, nos relations s'appauvrissent, on est dans l'ultra-compétitivité, l'individualisme, le consumérisme. Ça, on peut le voir, par exemple, dans les commentaires. Quand des personnes laissent des commentaires violents, vulgaires, etc., est-ce que ce n'est pas être quelque part un sociopathe? Ça veut dire que tu abordes l'autre comme un outil de consommation que tu peux, sur lequel tu peux t'essuyer les pieds, t'en as un peu rien à faire. Et est-ce qu'on n'est pas tous devenus des sociopathes? Est-ce que ce n'est pas normal qu'à partir d'une population qui s'effondre,
et ça je pourrais développer avec vous pendant des heures sur comment la télévision ça s'est effondré, où tu peux retrouver maintenant même de la pornographie chez les présentateurs, des actes, des mots, des scènes d'une violence absolue. Il y a un effondrement. Est-ce que ce n'est pas normal que cet effondrement, on le retrouve au pouvoir? Puisque c'est à partir de notre pensée que nous mettons une certaine réalité en place. Ce qui veut dire que les personnes, comme ça m'est arrivé, j'ai retrouvé une certaine sensibilité, j'ai retrouvé un certain équilibre. Je suis pas quelqu'un de parfait, je suis quelqu'un de très perché, je suis quelqu'un qui a vécu tous les opposés, c'est-à-dire être extra lucide, très terre à terre, etc. Et puis planer, être perché complètement jusqu'à délirer. J'ai été radin et super généreux, me suis senti immortel et j'ai eu peur d'une mouche. J'ai vécu tous les opposés, vous voyez, dans l'existence. Et c'est ce qui me permet un petit peu d'en parler. Et comme je retrouve un peu un centre et un équilibre, ça me permet, avec cette sensibilité retrouvée, de me dire, en fin de compte, c'est un peu normal que de façon internationale, on ait de plus en plus dans tous les pays des personnes comme Erdogan, le président de la Corée du Nord, Trump, et c'est nous-mêmes qui nous effondrons. Et ça c'est pas moi qui le dis, hein, je ramène des références de spécialistes. Il y a véritablement un effondrement de la part de la population qui va faire, bien sûr, mettre en place une réalité par rapport à ce niveau de raisonnement, par rapport à cet état psychologique dans lequel nous sommes. Voilà, donc c'était intéressant pour moi de vous poser la question, est-ce que ce n'est donc pas normal, quelque part, que la situation politique s'empire, puisque de toute façon la situation sociale, psychologique, en fait, compte du peuple s'empire elle aussi. Donc voilà, c'était une question, je pense, qui peut être intéressante de se poser. Donc voilà, une évolution. Je suis content que RTV, que Alain Soral utilise une psychanalyse en fin de compte de Macron, puisque maintenant on va pouvoir s'autoriser à psychanalyser Alain Soral, on va pouvoir aussi s'autoriser à psychanalyser Marine Le Pen, son enfance, qu'est-ce qui l'a conduit dans cette situation, la situation de problématique avec le père, que Macron vit la même chose. François Hollande était quelqu'un qui ne pouvait pas se positionner à cause de son père, vous aviez un Nicolas Sarkozy qui était un peu aussi psychopathe, comment dire, paranoïaque dans toutes les situations, mais qui a vécu aussi quelque chose avec son père. Ça permettra de mettre un petit peu sur la table la problématique du père, l'effondrement des repères, tout ce qui peut se passer dans cette période qui nous amène à cette situation, à cet effondrement, et à partir de cet effondrement et une réflexion un petit peu plus poussée, en sortant du raisonnement binaire, puisque le raisonnement binaire c'est je peux analyser Macron, mais je ne peux pas analyser, comment dire, Alain Soral, ou je ne peux pas analyser Marine Le Pen. Pourquoi? Donc on est vraiment dans le raisonnement binaire, on est dans la passion, on est dans le corps, on n'est pas dans l'esprit, on n'est pas dans la réflexion. Voilà, donc c'était pour moi un coup de marqueur à mettre à cette période, puisque de voir apparaître cette analyse, cette psychanalyse comment dire, de Macron, c'est exceptionnel, c'est génial. Ce qui est en train d'arriver, c'est véritablement pour moi une évolution. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous aime, que l'amour soit avec vous, et à une prochaine vidéo. Enfin, dès que vous arrivez, là on se sent bien, hein, apaisé, tranquille, ça va beaucoup mieux. Ouais. Et là vous sortez Mourir de dire, La honte, votre nouveau livre qui va évidemment être un best-seller. Et le fait que les livres de Boris Cyrulnik et de tous ses copains psy d'ailleurs soient des best-sellers, est-ce que c'est pas le signe que ça va pas très bien en France, qu'on est en semi-dépression nerveuse? Moi, j'aurais presque dit le contraire. Je pense que ça va très bien si on donne la parole aux psy, parce que dans les cultures totalitaires, il n'y a pas de psy, il n'y en a qu'un qui a raison, c'est le chef. Et alors que c'est un signe de démocratie, c'est-à-dire que vous avez le droit de ne pas être comme moi, vous avez le droit de penser différemment. Je pense au contraire que le nombre des psys est un bon signe de santé. Bon, mais alors, le fait que ça marche, le fait qu'on ait tellement besoin des psys, c'est pas forcément un bon signe de santé. En général, quand on frappe à la porte du psychiatre, c'est parce qu'il y a un truc qui tourne pas. Non, je pense qu'il y a des pays où il n'y a pas de psychiatre et quand on est malheureux, ben on meurt. On meurt de chagrin, on meurt de malheur, on meurt de dénutrition et personne ne nous aide. Vous avez des exemples extraordinaires de honte, je pense à par exemple Romy Schneider. Alors Romy Schneider, c'est un exemple poignant, c'est-à-dire que sa mère était nazie, proche de Hitler. Enfin une grande nazie, disons, hein. Elle était fortement engagée dans le nazisme, comme beaucoup de femmes. Hein. Les femmes, alors que le parti de gauche, le KPD, donnait un statut très noble pour les femmes, et elles ont suivi, elles ont voté pour le nazisme en masse, parce qu'elles voulaient participer à l'élite. Elles voulaient participer aux 1000 ans de bonheur promis par Hitler. Donc, la mère de Romy Schneider, qui était très belle, a suivi ce mouvement-là, et Romy Schneider aimait sa mère jusqu'au jour où, après la guerre, sa personnalité s'est développée dans l'horreur du crime nazi.
nazis. Et à ce moment-là, elle a eu de grandes difficultés psychologiques. Donc elle est allée que vers des hommes qui ne pouvaient pas plaire à sa mère. Elle a donné des noms juifs à ses enfants. Alors le plus sûr moyen de déplaire à sa mère, c'est d'épouser un homme qui déplaît à la mère. Donc effectivement, elle a épousé un juif, elle a donné des prénoms juifs, David et Sarah, à ses enfants, et elle a toujours porté une étoile de David jusqu'à sa mort. Alors vous-même, vous êtes un honteux, hein, vous le racontez au début du livre, enfin un ancien honteux qui s'est guéri, honteux de vos origines, honteux d'être un survivant, parce que vous aussi, vous avez connu la Deuxième Guerre mondiale, honteux de tas de choses, hein, honteux d'être pauvre même. Je sais, oui, j'étais peut-être honteux d'être pauvre, mais je ne sais pas, avec le recul aujourd'hui, je ne sais pas si je dirais que j'étais honteux. J'étais considéré... vous l'écrivez dans le livre en tout cas. J'ai écrit? Oui, oui. J'ai pas eu le temps de le lire. J'étais considéré comme un sous-homme condamné à mort, j'avais 6 ans, donc j'avais pas eu le temps de commettre de bien grands crimes. Aujourd'hui peut-être, mais à 6 ans, je ne sais pas. N'empêche que j'étais considéré comme un sous-homme, je n'avais pas le droit d'aller à l'école, je n'avais pas le droit de faire un métier, et de toute façon, j'ai été arrêté et condamné à mort. Alors vous êtes quand même devenu cyrillique, ce qui est pas mal. C'est peut-être un signe de courage morbide. Si j'avais été équilibré, j'aurais jamais fait d'études. J'aurais été menuisier comme mon père et ça m'a donné un courage pas logique. Alors tous les honteux, parce qu'il y en a beaucoup évidemment qui nous regardent, et je suis sûr ici sur le plateau, sont heureux d'apprendre, c'est très bien la honte, hein, la culpabilité, vous nous dites presque c'est un signe de civilisation. Hein, tout à fait. Ça, voilà, c'est très bien. Et alors vous parlez des sans-honte. C'est la page 236, l'énorme bataillon des sans-honte, des pervertis, ces hommes équilibrés qui éprouvent le plaisir de s'asservir à un chef. C'est qui? C'est pas une allusion au Front National? Ça pourrait, oui, bien sûr. Ça pourrait, mais ça pourrait aussi vous être... appelez ça les sans-honte? C'est une allusion au Front National, c'est une allusion à tous les gens qui aiment se soumettre aux esprits totalitaires. C'est-à-dire qu'il y a un seul, c'est ce que j'appelle le haut bonheur des perroquets. Les perroquets n'ont jamais honte. C'est-à-dire qu'ils récitent la théorie du chef, ils redisent ses phrases, et ça leur permet de ne pas penser. Ça les mène au pouvoir aussi, ça les mène à la bonne conscience de soi. C'est-à-dire que ce n'est pas des pervers, ce sont des pervertis. C'est-à-dire qu'individuellement, on les voit en face à face, c'est des gentils papas, des gentilles mamans, mais quand on se soumet à un récit qu'on ne critique pas, on lui donne trop de pouvoir. Et qu'à ce moment-là, on peut être perverti par une idéologie sans possibilité de balance, de critique. Alors on doit quand même une petite réponse à Marine Le Pen, et vous répondrez plus longuement après le sujet de Nicolas, de Thibault Nolles qu'on va passer. Tous les chemins mènent au Front National, en quelque sorte. Bon. Moi je ne sais pas, je pense que les gens du Front National se soumettent au peuple. Alors je sais que c'est pas habituel, on a perdu un petit peu ça de vue dans la vie politique française. Il serait peut-être bon qu'effectivement les partis se soumettent au peuple, puisque c'est du peuple normalement qu'on tire toute souveraineté. Voilà. Alors je crois qu'on a abandonné cette idée-là. Donc évidemment je ne vais pas vous suivre dans des circonstances que j'ai un petit peu du mal à comprendre. D'ailleurs j'ai un petit peu du mal à vous suivre, excusez-moi. Bon ça promet, ça va continuer. Hein. Merci. Tout de suite on va avancer dans le débat avec Thibault Nolles qui va nous le présenter en images. On regarde. Boris Cyrulnik. Ses parents sont morts dans les camps. Bien décidé à renaître de sa souffrance, il développe le concept de résilience pour mettre son traumatisme caput. Il a hérité de l'Holocauste, il transcende son traumatisme en thérapie. Et je pense effectivement que les évaluations scolaires qui ont été faites au Brésil, qui ont été faites au Québec, montrent que les enfants d'immigrés s'intègrent pas si mal que ça, et notamment au point de vue scolaire. Et que très souvent, leurs résultats scolaires, je cite des Québécois, je cite Sandra Cabral au Brésil, les résultats scolaires des immigrés sont un peu meilleurs que celui des pauvres blancs. Alors, si bien qu'il y a ceux des grands blancs, qui sont riches, cultivés, qui ont la voie ouverte pour les grandes écoles et pour les réussites sociales, et il y a la voix des pauvres blancs qui se sentent dépossédés de leur propre pays quand ils voient des gens qui viennent d'autres pays et qui réussissent mieux qu'eux. Et là, il y a une amertume et une grande violence parce qu'ils disent mais nous on est de ce pays et on réussit moins bien qu'eux. Et je pense qu'effectivement en Angleterre, en France, je connais moins bien, mais je fais le pari, je fais l'hypothèse qu'un grand nombre de ces blancs, petits pauvres blancs humiliés vont au Front National. Vous vous reconnaissez dans ce schéma dans cette lecture ou pas du tout? Je reconnais les 30 ans de diabolisation. Non, c'est pas de la diabolisation, on cherche une explication. Que les électeurs du Front National étaient des crétins, des racistes, des fronts-bas, des mal dans leur peau, des tout ce qu'on veut, etc. Bon, ça dure. Bon. La honte de Boris Cyrulnik. Moi, quand je l'ai lu, j'ai pensé à vous. C'est-à-dire que... Non, attendez, laissez-moi finir avant de C'est très étonnant, ça. Non, pas du tout, mais non, mais laissez-moi terminer. Mais non, on pense à soi en lisant ce livre, c'est un livre qui nous concerne tous. Non, j'ai pas pensé, mais j'ai pas pensé à
comme vous m'avez parlé, comme vous m'avez dit que l'émission tournerait autour de ce livre il y a 2 jours, je n'ai pas encore eu l'occasion de le lire. Mais là encore, je suis prête à accepter les cadeaux. J'habite à Toulon où on a eu le Front National, on est comme maire, et j'ai eu sur mon divan beaucoup de gens du Front National. Alors, tout ça pour dire que... Merci, parce que somme toute, vous constituez un beau patrimoine, manifestement, grâce à tous les gens du Front National. Ce qui m'a permis de savoir l'envers du décor, l'envers du récit apparent et l'envers du décor. Alors, la France en dépression nerveuse, non, je voyage pas mal, je considère vraiment qu'on a une chance folle d'être français et d'habiter ici. Alors ça, vraiment, je considère que c'est une chance inouïe, quelle que soit notre religion et nos origines. Quant à l'assimilation, les Juifs, dans les années 40, il y avait 270 000 Juifs en France. 70 000 étaient des Juifs d'origine polonaise et russe, c'est-à-dire des immigrés récents qui parlaient mal la langue, qui parlaient la langue beaucoup parce que c'était des intellectuels, mais beaucoup étaient des pauvres qui parlaient pas la langue. Les 200 000 autres étaient là depuis le 1er siècle, les Juifs du pape, étaient complètement assimilés, les Juifs de Bordeaux, qu'on appelait les nouveaux chrétiens, complètement assimilés. Ils ne se sentaient que français et heureux d'être français jusqu'au jour où la police est arrivée et leur a dit « Vous n'êtes pas des Français comme les autres, vous n'aurez plus le droit de travailler, vous allez mourir ». Alors, la bombe à retardement, c'est l'assimilation. Voilà pourquoi je vous regarde. Parce que vous avez dit l'assimilation, je suis partisan de l'assimilation. Moi, je ne sens aucune filiation avec ceux qui ont commis ces actes-là, mais aucune filiation, alors vraiment aucune. Donc ne me regardez pas en vous avez parlé d'assimilation, c'est vous, mais les gens qui sont assimilés, aujourd'hui... L'assimilation est une bombe à retardement. Non, je vous cite un exemple. Aujourd'hui, les gens qui sont les plus exigeants à l'égard des nouveaux immigrés sont ceux justement qui ont fait l'effort de cette assimilation et qui ne comprennent pas, les Français d'origine polonaise, italienne, espagnole, etc., qui ne comprennent pas qu'on puisse venir dans un pays et qu'on puisse chercher à imposer dans ce pays ses mœurs, ses codes, ses rites, ses traditions, au détriment des lois, des codes, des rites. On se soumet au peuple, comme le disaient les staliniens. La dictature du peuple, ça a quand même fait pas mal de dégâts, ça. Donc effectivement, on se soumet au peuple, à condition, c'est pas la démocratie. Ah bon, la démocratie, ça n'est pas de permettre au peuple de s'exprimer? Je vous ai tout le temps écouté, j'ai écouté tous vos mots. Laissez-moi finir, laissez-nous finir. J'ai écouté tous vos mots jusqu'au point final. Alors, effectivement, lorsqu'on peut douter, lorsqu'on peut devenir authentique, on ne se soumet plus à une récitation. La récitation donne une certitude qui nous aveugle. Et les gens qui doutent sont ceux qui vont chercher des rencontres authentiques. Alors quand vous irez sur le divan, comme tous les gens du Front National, vous apprendrez à douter. Question similaire.